on aura l'auteur, le médecin franco-béninois Ludovic Landry Sosoumien. Oui. Voilà. Euh, Oui. Un auteur révélé avec le prix Les Afriques, puisqu'il avait été dans la shortlist. Il a écrit que 2 romans. Mm. Il avait été dans la shortlist en 2017 pour son premier roman, qui était un texte qui en plus qui était publié chez un éditeur. Je crois que c'était un conte, c'était peut-être même un conte d'auteur, mais une perle qui a été s'est retrouvé en finale du prix. Et là, il revient avec un texte sur l'histoire des enfants du marché de Dantokpa. Donc les enfants abandonnés, les enfants, les vimégons, tout ça. Enfin, il y a toute une terminologie au Bénin sur les enfants qui se retrouvent exclus et qui essayent de se débrouiller. Et c'est un roman magnifique, publié aux éditions Les Lettres Mouchetées. Et Nous étions frères. Oui. nous étions frères, En oui. 2025, exactement. Et celui qui était parmi les 5 finalistes, c'était Racine d'amertume, Ouais, au c'est petit ça. éditeur. Racine d'amertume, Voilà. qui, d'ailleurs, à l'époque, on avait fait une lecture de Gangoïus dessus, et c'est Mohamed Bougarsar qui avait fait la critique du roman, Mhm. puisque Mohamed Bougarsar a fait 8 critiques sur Rive Noire, sur les lectures de Oui. Gangoïus, et moi, je me souviens à l'époque, parce que vous savez, ce qui est intéressant, vous savez, la réussite parfois, elle est liée aussi à la personnalité. Et il faut aussi qu'on le dise. Je me souviens, Mohamed, je lui proposais des livres qui n'étaient pas forcément des best-sellers. Parfois, c'était des romans comme ça qu'on découvre ensemble. Et il avait fait une critique qui était magnifique euh, parce qu'il avait aimé le texte. Parce que quand il aime pas, il dit aussi qu'il aime pas. Donc voilà. Ok. Boucle, une espèce de boucle bouclée, lui en tant que parrain de cette deuxième édition. Absolument, C'est chouette. absolument. Donc, ensuite, autrice invitée Annie Ferret, euh, qui a écrit un livre avec Sami Chak, Profaner Ananda, au continent noir Gallimard. C'est pour ça qu'elle intervient, Oui. enfin, elle sera à Rive Nord Littérature. Oui, oui, c'est ça. Alors, je rappelle, hein, puisqu'il y a quelqu'un qui pose la question, c'est le 27 juin, le samedi 27 juin au Centre au Dîner. Oui, Annie Ferret a écrit un ouvrage à 4 mains, donc vous voyez qu'on repart sur l'océan Indien avec Ananda Devi, la grande écrivaine mauricienne. Et comme elle avait écrit ce livre à 4 mains avec Sami Chak, on aurait aimé que Sami soit là aussi pour faire cet échange-là. En plus avec celui qu'il aime dire son fils Mohamed Bougarsa, mais malheureusement il n'est pas disponible. Donc Annie Ferré défendra le livre. Elle a écrit d'autres textes, mais on tenait à être quand même sur cet axe de la littérature qui touche aux Afriques. Et les thèmes sont très importants, c'est-à-dire dans le fond, on choisit les auteurs qui abordent la question de l'Afrique et des Afro-descendants, et donc c'est pour ça qu'on a choisi ce texte-là, parce que les autres textes qu'elle a écrits ne sont pas forcément sur cet axe. D'accord. Ensuite, j'ai Raozi Pellerin, comme tu as dit, euh, La Réunion. C'est ça, hein? Voilà, La Ouais. Réunion. Donc, ensuite, enfin, tu voulais dire un mot sur Raozi Pellerin? Écoutez, si vous avez la possibilité, hein, parce que pour ce que j'aimerais, bon, après la communication fait que c'est un peu tard, mais si vous avez la possibilité de lire certains livres, ça rendra encore l'événement encore plus savoureux. Raozi Pellerin, c'est son deuxième roman. Hmm. Euh, le premier, elle est avocate. Hein. C'est une avocate de formation qui gère les situations de crise et les demandes d'asile. Oui, Et elle avait déjà écrit Bibiche il y a exact. 3 ans, où elle racontait l'histoire d'une demandeuse d'asile congolaise. Hmm. Hein. Et
j'avais trouvé que pour qu'une fille de La Réunion puisse traiter avec autant d'efficacité, d'attachement son personnage congolais, j'avais trouvé ça très intéressant de sa part. Là, elle raconte avec l'admission l'histoire d'une jeune fille qui, qui, qui est en train de passer son oral pour rentrer à Normal Sup, donc Mhm. l'une des plus grandes écoles de France, et en face d'elle, qui est là, son amant, Ah. un vieux poète, une Mhm. sorte de, comment on appelle ça, de Pygmalion comme ça. Et donc, vous imaginez juste ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui est en train de préparer son oral, qui a face à elle euh, peut-être une sorte d'adversaire comme ça, puisqu'ils sont plus ensemble. Ah. Et en même temps, moi, je me souviens Ouais. que j'ai fait une rencontre avec elle à la librairie Calypso. Et moi, c'était un peu le père de famille qui était énervé. C'est-à-dire que j'ai lu ce roman comme si c'était ma fille qui l'avait, le personnage était ma fille. Et je dis, mais purée, j'ai investi tant d'énergie pour qu'elle puisse arriver à l'oral d'une grande institution, et puis elle se retrouve face à un adversaire comme ça. Et c'est un roman qui est extrêmement bien écrit, érudit, parce que naturellement, quand vous passez un oral à Normal Sup, il faut être extrêmement bien imprégné de la culture française. Et elle a mis tous ces éléments-là, Cocteau, puisqu'en fait il y a une référence à Orphée, puisque c'est le sujet de l'oral. Donc elle fait un jeu entre Orphée, le poète, le président du jury, le personnage de Cocteau, et puis la petite fille qui vient de la Réunion, parce que c'est ça, elle vient de la Réunion Mhm. et elle se retrouve un peu piégée dans cette situation. Donc elle aurait pu être dans la table ronde avec Toufat et Jocelyn Danga. On a finalement choisi de faire quand même une table ronde uniquement sur la Réunion. D'accord. Ok. Euh, Ensuite, on a l'écrivain Souboré Dali. Ouais, Ouais. ouais. Donc, Prix Bernard Dadier du jeune talent oui. au Salon du livre d'Abidjan, un jeune Ivoirien qui est doctorant à la Haute École d'études en sciences sociales de Paris, Mhm. qui a écrit un roman là qui touche à l'histoire de la Côte d'Ivoire, la colonisation, et en même temps qui touche aussi à la construction des individus dans un tel contexte. Mhm. C'est une écriture poétique, mais qui est complexe, et il est très intéressant. D'accord. Et le nom du livre, c'est Les monts de Les Kong. Monts de Kong. Ok, Les monts de Kong. tout à fait. Alors les Ivoiriens se diront, ah, c'est un hommage, une référence au village de d'Alassane Ouattara, mais en fait, pas du tout. Les monts de Kong n'ont jamais existé, et c'était un fantasme lié à la colonisation. Je sais pas comment ils se sont mis ça dans la tête des aventuriers, mais on imaginait qu'il y avait une sorte d'Alpes dans le Sahel, Mhm. et voilà. Donc c'est vraiment une métaphore de de toutes les ambiguïtés de la colonisation. D'accord. Ensuite, on a cité donc l'auteur Eddie L. Harris, donc noir américain. Donc on va voilà. Ensuite, on aura le professeur Jean-Michel Deveza. Oui. Ouais. Donc tu nous en parles un petit peu? Alors, Jean-Michel Deveza, c'est un... Alors là, c'est le Congolais aussi qui est très sensible au profil du professeur Jean-Michel Deveza. C'est un professeur de littérature. Il a fait toute sa carrière en maître de conférence à Bordeaux, à Brazzaville. Il a enseigné à Bayardel, donc la fac des lettres de Brazzaville pendant 6 ans. Hmm. Euh, il a été aussi, comment dirais-je, un spécialiste de Sunil Boutancy. Il a un regard très particulier sur le travail de Sunil Boutancy. Hmm. Et dans son roman que j'ai intitulé La désarmée des morts, on est sur un sujet qui est à la fois purement ancré dans le Médoc, c'est-à-dire dans le contexte
des vignerons très riches du sud-ouest de la France, un crime passionnel. Et en même temps, on découvre que ben, cette région du Médoc, là aussi, parce que lui, il a cette vision africaine des choses, ben, c'est quand même la région où ben, il y a eu la collaboration déjà. Énormément de soldats maghrébins et africains sont venus se battre dans le Médoc. Mais en plus, Bob Denard est natif du Médoc. De Brazza est parti du Médoc pour aller... Donc il y a des références comme ça à la France-Afrique qui sont intéressantes dans ce roman. Donc c'est une connexion qui a du sens pour moi aussi. Ensuite, on aura Romuald Gadebeko que tu as cité, euh, journaliste indépendant qui a écrit donc Les Gréveuses. Tu nous parles un petit peu de cet Oui, auteur? alors les greffeuses, c'est un. Alors Romuald Gadebeko, est-ce que vous m'entendez toujours? Là, ça va, ça a bugué un petit peu, mais c'est mieux. Oui, Ouais, ouais, parce que j'ai un truc un peu bizarre là. d'accord. Euh, donc, ben, c'est un jeune auteur extrêmement talentueux qui enfin, c'est l'une des plus belles lectures que j'ai faites cette année. Les Gréveuses, d'accord. Euh, Extrêmement sensible, extrêmement efficace. C'est la nouvelle génération, tous ces auteurs, tu sais, tous ces auteurs depuis 2020 que Grasset a poussé. Il y a Mhm. toute une génération d'auteurs là, que ce soit Raphaël Redd, que ce soit Bala Fofana. Il y a toute une génération d'auteurs Mhm. que Grasset a poussé. Et bon, voilà, on se dit aussi que ça va être une table ronde Grasset. Bon, on va pas refaire l'histoire, hein. Mais voilà un petit peu le contexte. D'accord. Ok, bah, je pense que là, on a fait le tour des auteurs qui seront là. Pour faire un petit peu le programme de la journée, quand vous arrivez à 10 heures, bien sûr, pour l'ouverture du festival, il y a un keynote de Réassi va pouvoir ouvrir. Ensuite, généralement suivi d'un mot du parrain du Oui, festival. Et puis, la première table ronde, on va aller directement à la réunion. Donc, écrire le non-dit, voix et mémoire réunionnaise avec donc Estelle Copolani, Raozi Pellerin. Ce sera modéré par Cédric Moussavou, qui justement était chroniqueur, qui est chroniqueur dans l'émission. Et on était ensemble dans la scène littéraire, pour la petite histoire. Super Cédric. Donc, lors des tables rondes, lui, donc, les auteurs échangent autour de leurs livres respectifs. Ça, c'est le genre de modération, enfin, les tables rondes auxquelles j'aimerais vraiment assister. Mais comme je tiens l'espace presse, je vous en parlerai. Je suis obligé d'attraper mon cœur et d'attendre les retranscriptions, enfin, qui auront lieu après. Donc, ensuite, on va enchaîner sur mouvement, réempotage, intégration, admission à 11h30 avec Toufat Moutar et Jocelyn Donga. Danga, pardon. Modératrice Marie-Thérèse Modombo. Donc, c'est autour de leur roman. Ensuite, il y a la pause déjeuner. Et l'après-midi, il y aura tout le reste des tables rondes. Donc, Enfance malmenée, comme Réassi a mentionné, avec Landry Sosoumien, Gaston Polefa, modératrice Cathy Bengue. J'espère vraiment que je prononce bien les noms. Meng. Ensuite, Bang, ok. Ensuite, on a de 14h30 à 15h15, écrire sur le parcours du parent immigré, comme a dit Réassi, et là avec F. Guerra et Romuald Gadebekun. Ce sera Joss Dozen, qui aussi est un compagnon de longue date de Réassi, qui va modérer. Ça risque d'être aussi, ça promet aussi d'être vraiment intéressant. À 15h30, il y aura d'une rive à l'autre de l'Atlantique, revisiter le lien entre Haïti et le continent africain. Et donc là, il y aura l'historien donc panafricain Hamzat Boukari et Philomé Robert. Ça promet aussi, franchement. 16h30, 17h30, regard d'écrivains américains sur les rives colorées de la Seine. Jake Lamar et Eddie Harris vont parler de leurs textes avec Ahmed Ba. Euh, Ensuite, on aura
17h45, 18h45, corps déshabillé, œuvres profanées, quand la littérature autopsie le réel. Et là, on aura Jean-Michel Deveza, Annie Ferret, Soubouré Dali, avec Mohamed Bougarsar. Donc, ils vont échanger autour des trois romans de ces auteurs-là. C'est ça, C'est ça. ce sont des romans. Et puis après, 19h15, 20h, le concert de gospel avec Mr. Blaze. Voilà pour le Et en pro. parallèle, Mm. une exposition photo de Sam Osenmou Keita, Oui, qui est un photojournaliste qui, pendant des années, a photographié des écrivains au salon, dans les grands salons du livre d'Europe, et donc il viendra présenter son travail. tout à Voilà. fait. Tonton Sam, on l'a rencontré l'année dernière, c'était très bien. Il nous a tous photographiés, c'était très bien, ça promet. J'ai hâte de voir le rendu de l'expo. Parce que c'est. Quand on est à Rive Noire Littérature, en fait, on a. Donc, dans le centre où dîner, ça se passe donc en bas. C'est ça, on est en bas, il y a la grande salle. Et puis, il y a un grand couloir qui mène vers les cuisines, l'extérieur. Et il y a l'espace radio, là où il y aura il y aura Une justement conférence de presse. l'espace de presse afro-livresque. Et en fait, le long du couloir, sans exposer des choses. Et c'est très intéressant parce que les gens, ils s'arrêtent vraiment pour regarder et tout. L'année dernière, il y avait une expo aussi. J'ai oublié le nom du peintre. Thierry B. Thierry B, Thierry B. voilà. Et donc, cette année, on aura Tonton Sam qui va exposer. Et on est très, très content. Alors, c'est l'occasion pour moi, du coup, de parler de l'espace presse. Et puis après, on laissera Réassi rajouter quelque chose. On vous rappellera les dates, le lieu. Donc, l'espace presse à Faux-Livresque. Alors, petite pause pour dire merci à Moquet qui est en train de nous balancer des roses à fond. Merci pour tous vos likes, je vois. Hein. Merci Maureen, merci Young Gifted and Black, merci à toutes les personnes. Je vois pas vos noms affichés là parce qu'il faut que je remonte, mais vraiment merci beaucoup pour d'être là tous les jeudis pour les lives, ça fait vraiment plaisir. Donc l'espace presse afro-livresque. Alors nous on a été vraiment contents de faire. Moi je sais que c'est une espèce de boucle bouclée de pouvoir faire l'espace presse. Euh, Naotika Mabangate. C'est Marina qui me provoque en commentaire. Donc j'étais vraiment honorée et ravie parce que c'est une espèce de bouclé avec Réassi. De tenir cet espace presse-là, ça a vraiment une signification plus encore que ce qu'on en dit pour moi. Parce que pour la petite histoire, mon entrée dans le monde des littératures africaines et afrodescendantes a été pour beaucoup supportée, portée, orientée par Réassi que j'ai rencontré il y a quelques années, mais ça, ce sera pour une autre histoire. Et donc, l'espace presse afro-livresque, lors de cette journée Rive Noire Littérature, c'est un espace presse en parallèle du festival où, en fait, les auteurs qui veulent être interviewés, parce que c'est important ça aussi, je pense, de dire ceux qui souhaitent être interviewés, s'inscrivent donc dans cet espace presse. Et le but derrière, c'est que tout créateur de contenu, journaliste, créateur de contenu, influenceur, toute personne qui souhaite interviewer ces auteurs puisse venir poser ces questions. Ça s'organise sous forme de mini-conférences de presse. Et moi, je sais que l'année dernière, c'était vraiment très intéressant parce que les auteurs, ils arrivaient parce que beaucoup sortaient des tables rondes. Donc, ils avaient été challengés par leurs textes et tout. Et donc, ils arrivaient et tout. Ils pensaient qu'ils allaient parler de ça. Et on parlait de complètement autre chose. Et ça nous a donné des entretiens, mais extra, quoi. Enfin, moi, j'étais fascinée parce que on était comme ça, on les écoutait dans un contexte complètement différent de leur texte. Et c'était vraiment très intéressant. Vraiment. Donc voilà, le but vraiment c'est ça, c'est la promotion parce que je tiens à insister dessus parce que Réassi il est tellement, je parle toi comme si c'était pas là, mais il est tellement à fond dans les textes, dans la relation avec les écrivains que il va pas dire que ce qu'il fait c'est vraiment un travail de promotion pour les auteurs. C'est-à-dire que là, cet espace presse-là, il est dédié vraiment à faire la promotion du travail des écrivains. Parce que c'est une autre vision d'eux qu'on donne. C'est des contenus qui sont créés
Et donc, toute personne qui va venir créer du contenu dans cet espace presse va diffuser. Parce que l'idée derrière, c'est ça, c'est de créer une espèce d'effet boule de neige. Parce que une, deux, trois, quatre influenceurs qui vont montrer ces écrivains-là à leur communauté différente, ça fait un travail extraordinaire et cet espace presse-là, il est fait pour ça. Donc, je te laisse rebondir. Oui, d'ailleurs, c'est vraiment Rive Noire Littérature, l'un des objectifs, c'est un peu ça. C'est-à-dire, je vais revenir sur l'expérience que j'ai eu vécue avec Penda Traoré et Astou Camara au niveau des Jeudis de l'Afrique à Paris. Mhm. C'est-à-dire, moi, en tant que blogueur, je n'aurais jamais eu l'initiative de me jeter à organiser des rencontres littéraires sur Paris avec des écrivains. Et il y a des gens qui organisent des choses avant nous, puis on se retrouve dans la rencontre, on trouve ça intéressant, on dit que ah, ben moi je suis blogueur, je fais des choses comme ça, il m'arrive d'échanger avec certains écrivains, dire ah, ben tiens, est-ce que tu peux pas animer une table ronde ou tu peux pas inviter un écrivain? Et au fur et à mesure, en fait, ben tu te rends compte que c'est possible, qu'on peut faire des choses avec ces écrivains et qui sont pas forcément perchés du haut de leur tour à proposer des textes lyriques inaccessibles. Donc, l'idée de Rive Noire Littérature, c'est de permettre aussi à toutes ces personnes qui produisent du contenu sur les écrivains de pouvoir avoir la possibilité de les rencontrer, de se rendre compte qu'en fait, on peut faire des choses avec eux. Et à titre d'exemple, tu le dis très bien, les contenus qu'Afro-Livresque alors, Afro-Livresque a l'habitude hein, déjà de produire du contenu écrit sur les écrivains, mais là, les contenus, parce que vous êtes très précis dans l'extrait des highlights, des choses intéressantes que les écrivains vont dire, et ben ça a créé un vrai buzz, un vrai contenu après l'événement. Et je me souviens, il y a un écrivain qui annonçait que l'écriture d'un texte l'a rendu, la recherche d'un éditeur l'a rendu littéralement malade. Mm. Et ça, c'est des choses qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne voit pas. Et les écrivains, on a envie de les mettre à l'aise pour qu'ils puissent aussi qu'ils soient dans un moment leur soit vraiment consacré, et puis qu'il y ait des opportunités pour les influenceurs et les journalistes de pouvoir faire des choses avec les écrivains. Et par exemple, Christian Eboulé s'est retrouvé derrière dans un TikTok organisé par une jeune TikTokeuse, enfin une jeune influenceuse congolaise, avec 300 jeunes sur TikTok euh, un live de 2 heures et voilà. Donc c'est moi, ce que j'ai compris, c'est que moi, par exemple, je suis plus à l'aise avec la critique écrite, voire l'émission que je fais et ainsi de suite. Mais je suis moins à l'aise, par exemple, sur TikTok, sur la manière de produire des choses sur TikTok. Mais celui qui est bon sur TikTok et qui découvre Hamza Boukari Oui, ou Jack Lamar, libre à lui de l'amener dans son espace tout à et fait. de le faire découvrir à cette nouvelle génération qui est plus à l'aise avec ces plateformes-là. Donc voilà un petit peu, je voulais juste préciser ça. Et Afro-Livresque est stratégique. Et ce partenariat qu'on a ensemble, pour moi, il est vital en fait. Sinon, on n'est pas sur du Rive Noire littérature, on est sur une rencontre de plus. Et c'est pas mauvais de faire des rencontres. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il y ait, ben là, si l'écrivain allait être découvert, le roman allait être découvert par une personne, qu'il soit Mhm. découvert par 1000 personnes. Voilà un petit peu Exactement. l'idée. Exact. Si vous connaissez des créateurs de contenu, parce que ça aussi c'est important, je lance des appels, d'accord? Parce que si vous connaissez, vous, des créateurs de contenu qui seraient intéressés, c'est pour ça que je vous ai donné la liste des auteurs, sur la page de Rive Noire Littérature, Réassi, il partage déjà, il communique déjà sur les auteurs qui seront présents. Moi, je vais le faire aussi sur nos réseaux. Si vous connaissez des personnes qui créent du contenu qui seraient intéressées, n'hésitez pas à leur envoyer les publications et tout ça et de leur dire que c'est possible de s'inscrire
pour pouvoir interviewer des auteurs dans l'espace presse, sachant que l'espace presse est ouvert toute la journée. Les auteurs auront des créneaux précis, évidemment, mais voilà, c'est l'occasion de venir rencontrer des gens et enfin, les auteurs et de créer du contenu et de mettre, comme dit MD Russell, il faut mettre nos auteurs en haut. Voilà, c'est vraiment l'occasion. Pour rappel, Rive Noire Littérature aura lieu le 27 juin 2026 de 10h à 20h au Centre Dîner Paris. C'est dans le 13e. C'est le métro Bibliothèque François Mitterrand. Et puis, on vous attend nombreux. On vous attend nombreux. Si vous passez, venez vraiment nous faire un coucou. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter Oui, j'aimerais juste, pour les personnes qui sont présentes, euh, vous encourager à vous inscrire. Comme ça nous permet au niveau, pour l'aspect, pour ceux qui vont se rendre physiquement sur le lieu, pour qu'on puisse bien gérer la réception des gens sur le site. Donc, sur les différents médias que Christelle a indiqué, on recommuniquera les points de streaming, les points, la radio, Mon Paris Mhm. FM, pour les personnes qui sont hors du continent, hors de Paris. Les Parisiens sont naturellement tous convoqués. Absolument. Et, euh, et puis voilà, c'est un moment, c'est un moment, oui, c'est du bisso à bisso, hein, c'est Ouais, entre nous. c'est Souvent fort. ces espaces ne sont pas créés par nous. Mm. Et il y a un enjeu là aussi à dire, comme au niveau des lectures de Gangwéus d'ailleurs, dont je vous encourage à regarder les Les émissions de émissions. cette saison. Mm. On a eu vraiment, là en plus on n'a pas tous les auteurs, hein, parce qu'on a eu des auteurs extrêmement passionnants mais qui peuvent pas être là. Je peux citer Jean d'Amérique par exemple, le très beau poète haïtien avec qui on a fait 2 émissions. Je peux citer Omar Ben Lala, l'homme qui a décidé d'écrire son dernier roman et qu'il a écrit à compte d'auteur alors qu'il était publié dans les plus grandes maisons d'édition françaises. Donc c'est ça aussi, c'est des personnages comme ça. Voilà, donc c'est une belle saison qu'on a faite aussi au niveau des lectures de Gangwéus. Mais voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. Si vous voulez avoir une idée de ce qui s'est passé l'année dernière, vous tapez Rive dans littérature, vous allez tomber sur le lien avec Sud Plateau TV sur Google, c'est le troisième lien, et là vous regardez juste 2, 3 épisodes et vous comprendrez. Oui. Et c'était très très fort. Donc cette année, on attend plus encore. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Réassi, d'être Bah, venu. c'est moi qui te remercie, Christelle. Euh, C'est moi qui te remercie, Assel. Je remercie aussi, il y a eu des personnes qui sont sur le live. Je pense à Mana qui était là, qui a créé du contenu aussi. Voilà, donc voilà. En fait, c'est la famille. On se retrouve là. c'est ça. Voilà, c'est la famille, quoi. La famille de littérature. Absolument. En tout cas, bonne soirée. Et puis, Merci. à très très vite. À très très vite. J'ai lu ça. Makila. Vous voyez la couverture? Blood, Makila. Titre en lingala. Euh, Makila d'Elvis Ntambwa Mampwele. Collection Sembura aux éditions La Croisée des Chemins. Déjà pour commencer, je tiens à montrer cette superbe couverture. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Beaucoup, beaucoup aimé la couverture. Je vais lire la quatrième de couverture et la biographie de... Ah, la biographie de l'auteur. Ma couverture est plus belle que la tienne. Ah, ok. Elle ressemble à quoi? Parce que ça, c'est quoi? C'est une réédition, ça, du coup? C'est vraiment un très joli livre. Alors, Makila d'Elvis Ntambwa Mampwele. Bienvenue au Congo.
Cœur, ou dirais-je, cimetière de l'Afrique. Pays de guerre à la pluie brûlante. Pays de pleurs, d'horreur et de silence. Chitoala a 11 ans quand la guerre le prend. Mal sur la tête, il entreprend une odyssée forcée où, pour vivre, il faut tuer. Le voilà, enfant soldat. L'histoire de son pays avance au pas de course et Chitoala ne peut la rattraper. Envoûté, c'est avec la guerre qu'il finit par danser. C'est l'histoire d'un continent qui vit au cœur de l'hécatombe. C'est l'histoire d'un pays qui fleurit dans la guerre et l'instabilité. C'est l'histoire d'ethnies qui s'entretuent à main nue pendant que l'ennemi s'enrichit. C'est l'histoire d'une enfance perdue, la mienne, la tienne, la sienne, la nôtre. Un roman qui retrace le quotidien des enfants soldats à l'est du Congo. Alors, à propos de l'auteur, Elvis Ntambamapouele est né au Congo. Kinshasa est auteur. Diplômé en information-communication à l'université Lumière Lyon 2, il est également co-organisateur de l'événement Au son de la rumba, accompagnant la candidature conjointe des deux Congos pour l'inscription de la rumba au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Il est aussi le créateur de la première boîte à livres à Kinshasa dans la commune de Lingwala pour rendre gratuit et faciliter l'accès aux livres à ceux qui en manquent. Voilà pour la présentation. D'accord. Comme je vous disais, alors bonsoir à tous, tous ceux qui nous rejoignent. J'espère que vous allez bien. Merci d'être là en tout cas. Et merci à tous. Donc, collection Sembura. Donc là, ils expliquent, et j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Donc, dérivé de goût Sembura, faire fermenter en Kinyarwanda, le mot Sembura appelle à semer, fermenter et faire germer les idées et les imaginaires, et à multiplier les boutures et les hybridations entre les identités, les mémoires et les innovations. Sembura est une incitation aux moissons littéraires, à l'émulation intellectuelle et à la fraternisation des imaginaires panafricains. Née en janvier 2021 au sein de la maison d'édition La Croisée des Chemins, la collection Sembura est soutenue par la fondation Corimbo basée en Suisse, faisant le pari de la jeunesse, des révolutions stylistiques et des expérimentations romanesques. La collection Sembura aspire à faire émerger depuis Casablanca les nouvelles voies des littératures panafricaines, à la fois inscrites dans les contextes du continent et engagées dans les flux de mondialisation culturelle. Ouverte aux auteurs de l'Afrique et de ses diasporas, elle accueille les œuvres de littérature générale contemporaine, la littérature d'idées et les essais produits par et sur le continent, berceau de l'humanité, qui est également le continent le plus jeune de la planète et l'un des plus dynamiques. Alors, pour la petite histoire, on était au Salon du Livre africain de Paris, je crois que c'est ça. C'était parce que le dernier, je suis pas allée, donc c'était celui d'avant. Et Marina m'a présenté l'auteur. Elle m'a dit, Christelle, il faut absolument que tu lises ce livre, tout c'est essentiel, il faut que tu le lises. Comme elle essaie de me presser à chaque fois. Donc, me voilà en train de lire Makila d'Elvis Tambamapouele. Je l'ai reçu, j'ai eu la 4e de couverture, je savais que j'étais pas encore prête à le lire, j'ai attendu, j'ai eu raison. Parce que, est-ce que j'ai aimé ma lecture dans le sens où c'est agréable et tout? Non. Non, non, ça n'est pas une lecture agréable. C'est une lecture qui est dure parce que les thèmes abordés sont durs. C'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir le cœur accroché parce qu'on sent chez l'auteur une volonté de dire les choses telles qu'elles sont. C'est-à-dire là, on n'est pas dans le côté enjolivé et tout, non. On est dans le regard c'est un petit garçon de 11 ans qui a été kidnappé, enlevé à sa famille et par une espèce de, de tueur sanguinaire. Voilà, exactement. Comme dit Young Blague en commentaire. Parce que la vie, c'est pas les contes de fées, et c'est dit là-dedans. On dit les choses telles qu'elles sont. Et je peux vous assurer que, franchement, je l'ai lu depuis le week-end dernier. J'ai dû poser le livre par moment pour respirer un petit peu. Parce que ce sont des histoires qu'on connaît parce que, donc là, on est donc au Congo
Des années 90, lors de la première guerre enfin la première guerre de l'Est du Congo, parce que là je dis ce que j'ai lu dans le livre, donc pardonnez-moi si je dis des bêtises vraiment, parce que je sais que ce qui s'y passe, c'est complexe, comme on dit. Voilà, moi je retranscris ce que j'ai retenu du roman, donc Notre femme avec, s'il vous plaît, prenez-moi comme votre petite sœur. Est-ce que je recommande le livre? Absolument. C'est un must-read parce que c'est une perspective très intéressante de cette guerre, de ces guerres qu'on va voir de l'intérieur, d'une. De deux, c'est très intéressant d'avoir le parcours de cet enfant soldat parce que, bien entendu, une fois arraché à sa famille, il devient donc enfant soldat. On voit comment ça se passe. Ça, c'est ça, voilà. Donc, il raconte tout ce qui se passe. Il raconte ensuite ce qu'il fait, lui, en tant que ce qu'enfant soldat, les horreurs qu'il a commises et tout ça. Il raconte comment il s'échappe de son kidnappeur, quoi. Comment ça se passe. Il raconte l'espèce de fraternité guerre intérieure, interne qui se passe avec les autres enfants soldats, les amitiés qui y naissent, la précarité de leur vie, c'est-à-dire que c'est des enfants qui ne sont jamais tranquilles, en sécurité. Et du coup, il raconte tout ça, il raconte comment il se balade d'ailleurs dans le pays. Ça aussi, c'est vraiment intéressant dans ce roman. Comment il se balade dans les enfants, ces enfants qui se sont déplacés, ils se baladent et tout ça. La solitude, l'isolement, la faim, le froid, euh, le traitement des personnes des adultes en fait, des personnes qui sont, qui voient ces enfants livrés à eux-mêmes, comment ils sont traités et tout. Comment en fait, j'ai bien aimé aussi comment il articule en fait le passage de Kadogo, donc les enfants soldats, vers les Shege, enfants de rue, qu'on peut voir à Kisasa et tout ça. Comment ils se baladent, comment est-ce qu'ils finissent par atterrir là en fait, et ce qu'il peut leur arriver. J'ai bien aimé ça. Et puis le souci de l'auteur vraiment de. Moi, je passe mon temps à parler de nuances. Je passe mon temps à parler de qu'on a besoin que des auteurs nous racontent des histoires dans toute leur complexité. Euh, et là, c'est ce qui est fait en fait. C'est ce qui est fait. C'est-à-dire, tu as le côté difficile, horrible, parce que c'est vraiment des horreurs qui sont racontées dans ce livre. Et puis toujours cette recherche de l'humanité, de garder un pied dans le réel, les personnes aussi qui vont apparaître dans leur vie, qui vont les aider. C'est vraiment, vraiment intéressant. Alors, donc on suit l'histoire de Titouala qui a 11 ans, qui est donc dans l'est du Congo, qui vit avec sa famille dans un pays dans un pays en guerre, dans une région en guerre. Et il nous raconte comment, en fait, il est arraché à sa famille, dans quelles circonstances il est arraché à sa famille, et comment, en fait, ces soldats-là vont le récupérer, l'emmener pour aller faire la guerre, et, euh, et aussi comment lui, une fois qu'il est enrôlé là-dedans, comment il est enrôlé d'ailleurs, ça aussi c'est un aspect très intéressant parce que il parle d'initiation. Tu vois, ça c'est un truc que je ne savais pas. Le côté où en fait ces enfants, une fois arrachés à leur famille, pour pouvoir être soldats, en fait, ils sont initiés. Et là-dedans, l'auteur parle de sorcellerie. Ils sont initiés, il leur arrive des trucs horribles, c'est-à-dire que tout est juste horrible en fait. Il leur arrive des trucs très difficiles, horribles. Et puis, il y a ces gens qui les initient qui leur font croire des choses. Qui sont invincibles, qui peuvent pas mourir parce qu'ils ont réussi à traverser ça. Euh, et puis comment en fait ils sont utilisés pour ensuite, par exemple, Chitwala, lui, il va surveiller des mines dans l'histoire. Il va aller surveiller des mines, comment en fait des familles sont
du coup utilisé comme prisonnier de guerre. Il utilise le terme d'esclave pour parler de ces personnes parce que quand je sais pas si on peut dire milice ou bien rebelle de la personne qui l'a kidnappé là, c'est une espèce de fou furieux qui prend des enfants, les maltraite, leur fout des armes dans les mains et bah, on fait des tueurs en fait. D'accord? Et donc ce monsieur, bah, il est pas tout seul. Il a des partenaires de business et quand il va dans les villages pour aller tuer du monde, parce qu'ils arrivent dans un village et ils descendent tout le monde, ils mettent le feu, ils récupèrent ce qu'ils ont à récupérer, ils prennent les enfants qui veulent transformer en soldats, ils VIOL les femmes, c'est-à-dire ces femmes, enfants, enfin c'est horrible. C'est-à-dire que tu lis le livre, tu fais, oh mon Dieu. Mais tu dois continuer. Parce que cette parole-là doit être entendue. Et donc, du coup, euh, comment en fait il prend tout ce monde-là, il en fait donc des soldats, et puis pour pouvoir gagner entre guillemets leur pain et leur droit de rester, ces enfants-là, ils sont envoyés le matin dans les rues pour aller récupérer tout ce qu'ils peuvent récupérer et ensuite venir enrichir la personne qui les kidnappe. Et puis, en parallèle aussi, ils surveillent les mines. Voilà, les mines où, quand ils arrivent à faire les razzias dans les villages, ils prennent des familles, père, mère, enfant, ils les mettent dans les mines là-bas, femmes enceintes, la totale, et ils les font travailler tout le temps, du matin au soir. Tout le temps. D'accord? Je vais faire une petite pause pour lire les commentaires. Donc ici, donc alors je vais juste remonter. Il y a Réassi qui dit que c'est intéressant. Il a l'impression d'entendre le roman de Serge Amici. Souviens-toi de moi, l'enfant de demain. Moké dit que ça la rappelle Amadou Kourouma, Allah n'est pas obligé. Eh ben, tu vois, moi, j'ai pas lu encore Allah n'est pas obligé, justement à cause de ça. Donc, je pense que je vais devoir m'y atteler.